tous les jours, on est en train de faire un nouveau pas vers la guerre. Et j'avoue que ça commence vraiment à m'effrayer. Regardez hier ce qui s'est passé. Hier, on a appris que l'Allemagne allait rétablir le service militaire obligatoire. Hier, on a vu des photos de notre président qui viennent directement de l'Élysée, des photos, de notre président en train de faire de la boxe en montrant des gros biscottos, probablement retouchés, même si je n'en ai pas la preuve. En tout cas, c'est les rumeurs qui circulent sur Internet. Bref, des photos de notre président en train de faire de la boxe dans une approche proche de celle de Vladimir Poutine il y a quelques années. On le compare directement à Vladimir Poutine, directement dans une position de combat. On illustre la guerre, on essaye d'apporter du soutien populaire à ce président. Et hier, toujours, vous avez eu une interview du président de la Douma, vous savez, l'Assemblée russe, une interview du président de la Douma dans BFM TV. Et qu'est-ce que prétend le président de la Douma? Eh bien, il prétend qu'il y a déjà 1300 soldats français en Ukraine. Et il est très clair, ils vont nous les renvoyer dans des petites boîtes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, tous les jours, on semble faire un pas nouveau vers la guerre et j'avoue que ça commence à me faire peur. On va voir. Donc je ne vais pas vous montrer des photos de notre président en train de faire de la boxe. Je pense que tout le monde les a vues. C'est marrant parce que, vous savez, hier, j'ai fait ma vignette du direct. C'était justement sur la guerre. J'ai fait ma vignette du direct avec une photo mi-journée du président Macron en train de faire de la boxe. Bon, je trouvais ça assez marrant. Vous savez, on n'aura jamais ça. Et bien le même jour, l'Élysée fait des vraies photos du président Macron en train de faire de la boxe. Donc on est vraiment rentré, moi j'avais mis ça un peu comme un défi, une illustration rigolote de la guerre, et l'Élysée a eu la même idée de faire une illustration, évidemment pas rigolote, de la guerre, mais du chef de guerre, vous savez, du combattant, comme on a pu le voir, Vladimir Poutine pendant longtemps, faire du judo, faire du karaté avec des kalachnikovs, etc., torse nu, etc. C'est exactement le même imaginaire, l'imaginaire du chef de guerre, qu'on essaye de nous imposer venant d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas du tout un hasard si ça arrive en ce moment. Eh bien, on va voir, donc je ne vais pas vous montrer ces photos-là parce que vous avez certainement déjà vu. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est l'interview qu'a fait Piotr Tolstoï, le président de la Douma, à BFM TV, et dans laquelle il est extrêmement vindicatif. Il dit qu'on a des troupes. Il dit que la France va directement nous engager dans la Troisième Guerre mondiale. Il dit qu'on a des troupes au sol en Ukraine. Il dit que ces troupes au sol en Ukraine, il va nous les renvoyer mortes. On va voir une photo de LCI. Vous savez que la France nie le fait qu'il y ait des militaires en Ukraine et nie le fait qu'on voulait envoyer des militaires en Ukraine. Seulement voilà, le même jour, on a eu sur LCI une superbe présentation de où seraient nos troupes au sol. Et vous savez que je connais, on échange par mail un militaire d'Active qui s'appelle Bertrand. Et Bertrand m'a envoyé un mail suite à ce que j'avais dit hier. Et il m'a dit, c'est amusant parce que sur LCI, donc c'est probablement, selon lui, c'est probablement un membre, l'armée qui a communiqué ça à LCI. Il dit, regarde les positions des troupes françaises, c'est très révélateur de ce qui va se passer et c'est pas du tout, c'est très très probable parce que c'est une position assez intelligente des troupes françaises. Donc lui était plutôt sur l'idée de dire, si c'est vrai, et ça a vraiment été communiqué par le service des armées, à LCI pour commencer à embrigader les gens, pas embrigader, mais à illustrer la guerre pour que les gens se sentent en guerre et qu'à partir du moment où ils se sentent en guerre, on peut envoyer les troupes enfin. Donc, mais tout ça, on va en parler je vais commencer avec ce que disait donc le président de la Douma, qui est très très guerrier. Hein. Vous savez, c'est un peu comme si le président de l'Assemblée nationale chez nous
où le président du Sénat était hyper guerrier, quoi, et annonçait qu'on allait massacrer les Russes, quoi. On se dirait, il se passe quelque chose. Donc quand le président de la Douma dit quelque chose comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Peut-être que c'est que de l'intimidation, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que c'est que de l'intimidation et que de l'intox. C'est très possible. Il faut se méfier, tout le monde intoxique tout le monde en ce moment, hein. Notre gouvernement, comme le gouvernement russe, tout le monde intoxique tout le monde. C'est le jeu de la guerre. Le problème, c'est que moi, j'aimerais qu'on évite d'aller trop loin dans l'intoxication et surtout dans la guerre. Regardons ce que dit le président de la Douma. La récente déclaration du vice-président de la Douma russe, Piotr Tolstoï, encore une fois, quel merveilleux nom, Piotr Tolstoï sur BFM TV, a suscité de vives réactions et soulevé des questions quant à la position de la France dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Tolstoï a lancé une mise en garde explicite à l'adresse du président français Macron, affirmant que tous les soldats français déployés en Ukraine seraient tués. Je vais vous montrer exactement ce qu'il a dit. Comme ça, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà. Aujourd'hui, il y a 1300 mercenaires en Ukraine, dont 367 Français, 147 ont déjà été tués. On va tuer tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc il a été hyper clair. S'il y a 300 ou 400 Français tués, votre président sera dans le piège. Il devrait soit accélérer l'histoire, soit augmenter la présence des troupes, soit retirer les troupes. Vous les Français, vous voulez venir avec des soldats à Odessa. Vous êtes en train de provoquer la 3e guerre mondiale. Donc vous voyez qu'il a vraiment un discours, Tolstoï, qui est extrêmement violent, qui est extrêmement mis en garde. On a déjà des troupes au sol et la moitié des gens qu'on a envoyés sont déjà morts. Les autres, les Russes, vont les cibler. Et surtout, il parle de 3e guerre mondiale. Il dit, vous les Français, vous êtes en train d'accélérer la 3e guerre mondiale. Et notre président, en voulant faire peur aux Russes, c'est le discours de Tolstoï. Notre président, en voulant faire peur aux Russes, accélère la 3e guerre mondiale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que tous les jours, on fait un pas avec cette 3e guerre mondiale. On voit que si les Allemands décident maintenant de remettre en place le service militaire, c'est quand même pas un hasard. Et j'ai peur, vous savez, ce qui s'est passé en 14, c'est exactement ça, en 1914. C'est exactement ça. Personne ne veut aller à la guerre en 1914. Personne. Il y a 2-3 dingos à côté des rois et des présidents et des empereurs de l'époque. Il y a 2-3 dingos, hein, comme je suis sûr dans l'entourage d'Emmanuel Macron et dans l'entourage de Vladimir Poutine, vous avez sûrement 2-3 dingos qui pensent qu'il faut aller à la guerre parce qu'elle va se gagner vite et qu'on va pouvoir rentrer chez nous pour les moissons, comme on disait en 14-18, de part et d'autre de la frontière. Donc il y a sûrement 2-3 guerres. Mais à l'époque, personne ne voulait aller à la guerre, il y avait 2-3 dingos comme aujourd'hui. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Et petit à petit, jour après jour, on a fait un pas vers la guerre. Jusqu'au moment où les gamins se sont retrouvés dans les tranchées. Moi, je trouve qu'on avance tous les jours un petit peu vers cette guerre et qu'il serait vraiment temps, mais alors vraiment, vraiment temps, que quelqu'un réalise là où ils sont en train de nous emmener.
Ces propos, bien que provocateurs, soulèvent des interrogations cruciales sur l'évolution du conflit et le rôle que la France pourrait jouer dans ce contexte délicat. La déclaration de Tolstoï, je suis désolé, ceux qui m'écoutent en voiture, il paraît qu'on m'entend quand je bois dans ma tasse, mais voilà, j'ai besoin de boire, je m'excuse. La déclaration de Tolstoï intervient dans un contexte où Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine pour soutenir Kiev face à l'agression russe. Et je vous ai lu hier midi en direct, donc on a eu plusieurs informations là-dessus. On a eu d'une part les Russes, les services secrets russes qui disaient qu'il y avait une préparation pour envoyer 2000 soldats français dans les jours ou les semaines qui viennent, ou plutôt les semaines ou les mois qui viennent. Donc 2000 soldats français pour les envoyer en Ukraine. On a vu hier que c'était pas de la folie de dire ça parce que, enfin, l'idée, ou du moins ce que disaient les services secrets russes, était soutenu par le fait que le même jour, le général, le chef d'état-major des armées de terre disait que la France avait la possibilité d'envoyer très rapidement 20 000 soldats et 60 000, et de prendre le commandement très rapidement de 60 000 soldats internationaux. Donc on avait cette possibilité d'envoyer des troupes et qu'il parlait aussi de la possibilité d'avoir 150 000 hommes à terme, l'armée française faisant 150 000 hommes. Donc on avait la possibilité de mobiliser toutes ces personnes. Donc ça venait soutenir un peu ce que disaient les services secrets russes. Et il y avait aussi eu une carte sur LCI, donc la fameuse carte dont je vous parlais tout à l'heure sur LCI, qui montrait l'endroit où la France allait probablement envoyer des troupes. Donc tout ça venait en soutien de ce qu'avaient affirmé les services secrets russes, mais l'armée française, dans le même moment, disait non, c'est de la désinformation, on ne compte absolument pas envoyer des troupes. Mais là aussi, on avait eu un président qui, pendant une semaine, nous a dit on va envoyer des troupes. Donc, un président français qui, pendant une semaine, nous a dit on va envoyer des troupes. Donc, c'était compliqué. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui allaient soutenir ce que racontaient les services secrets russes, ce qui est peut-être une très bonne désinformation d'avoir comme ça une désinformation qui est soutenue par plein d'évidences, mais soit c'est une très bonne désinformation, soit c'est vrai. Par contre, pour soutenir ce que disait l'armée française de non, pas du tout, on n'a pas du tout prévu d'envoyer des hommes, bah, il y avait pas grand-chose. En dehors du tweet qu'avait envoyé l'armée française, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc il y a un véritable doute sur le fait qu'aujourd'hui, sur le rôle que joue la France actuellement. Et un véritable gros doute. La carte, je vous la montre tout à l'heure, et surtout, je vous dirai ce qui est très intéressant, je vous dirai ce que m'a dit Bertrand. Et encore, merci beaucoup Bertrand, parce que de ce que je comprends, c'est un militaire, et je trouve que ce qu'il me dit par mail me semble hyper sensé. Donc on va regarder ça ensemble. Si c'est vrai, c'est à la fois machiavélique de la part d'Emmanuel Macron, à la fois machiavélique et extrêmement dangereux. Mais on regarde ça dans une minute. J'aimerais d'abord en finir avec la parole de Tolstoï. La déclaration intervient dans un contexte où Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine pour soutenir Kiev face à l'agression russe. Cette déclaration a été suivie d'un démenti formel de l'Élysée concernant les propos attribués à Macron sur la Troisième Guerre mondiale, ce qui souligne des tensions et les enjeux diplomatiques sensibles entourant cette crise. La menace proférée par Tolstoï est clairement destinée à dissuader la France d'agir militairement en Ukraine, mettant en avant les risques d'une escalade majeure du conflit. Toutefois, il convient de considérer ces déclarations avec prudence, notamment étant donné les efforts de désinformation
que certains acteurs pourraient déployer dans ce contexte tendu. C'est ce que je disais, on n'est pas certain. Voilà. Est-ce que Tolstoï dit la réalité sur le fait qu'il y ait plusieurs centaines de militaires français en Ukraine et que les Russes en ont déjà tué 150? Est-ce que Tolstoï montre ses gros bras et parle de Troisième Guerre mondiale pour nous dissuader? Ou est-ce que... Enfin, vous voyez, de part et d'autre, on désinforme, quoi. Donc, il faut être hyper prudent. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que le contexte devient de plus en plus tendu. Lisez Le suicide de l'Europe de Ken Follett. Suicide de l'Europe de Ken Follett, c'est un gros bouquin, mais ça se lit très facilement. Et Ken Follett, c'est un romancier qui est extrêmement lu et qui se documente énormément sur les périodes dans lesquelles il parle. Et il va parler, dans le suicide de l'Europe, de la période 14-18. Et notamment vue d'Angleterre, d'Allemagne, et moins de France, mais beaucoup d'Angleterre et d'Allemagne. Et donc il se documente énormément là-dessus, et surtout il montre derrière la vie des gens. Et vous allez voir, lisez-le parce que c'est plus facile à lire qu'un livre d'histoire, ça se lit comme un roman. Vous allez voir, personne ne veut y aller. Et ça se passe comme ça, c'est-à-dire les gens s'accusent les uns les autres, et petit à petit, on fait un pas, et un pas après l'autre, on se dirige vers la guerre, jusqu'à ce que tout le monde se retrouve à se massacrer. Et vous avez des gens, moi je me souviens dans son bouquin, il y a notamment un noble anglais qui vit très très largement, qui est extrêmement riche et tout, qui va se retrouver capitaine d'une troupe, et il est presque content d'être capitaine d'une troupe. Parce que pour lui, aller à la guerre, c'est presque un honneur, quoi. Il va défendre les intérêts de son pays et de l'Europe, même si on ne parle pas de l'Europe, mais vous voyez, les intérêts contre le méchant allemand. Et il est fier jusqu'à la première bataille. C'est-à-dire qu'il est très fier de son combat jusqu'à la première bagarre. Jusqu'au moment où il voit à quel point la guerre, c'est dégueulasse. Où il voit le commandement donner des ordres totalement ridicules, où des milliers de soldats vont se faire tuer. Où ces gars, ces mecs qu'il commande, vont se faire massacrer, mais pour gagner 1 mètre, ou même sans raison, avec des ordres complètement débiles, où il est obligé d'envoyer sa compagnie au massacre. La guerre, c'est ça. Et c'est vers ça que l'on va, là, actuellement, progressivement. Et ceux qui sont heureux, qui sont va en guerre, il faut affronter Poutine, Poutine ne tiendra pas, il va... Non, vous allez entraîner des massacres. Ça fait 1 an que la ligne de front, elle ne bouge pas. Enfin, elle n'a pas bougé pendant 1 an. Maintenant, elle bouge, mais à l'avantage des Russes. Elle n'a pas bougé pendant 1 an. Ça veut dire qu'on aurait négocié il y a 1 an, non seulement on n'aurait rien perdu, mais en plus on aurait évité à des dizaines de milliers de jeunes de se faire massacrer pour rien. La guerre, c'est pas propre, la guerre, c'est pas beau, la guerre, c'est moche. C'est le soldat Ryan. C'est des ennemis que vous ne verrez jamais, qui vous envoient des bombes et vous explosez en 1000 morceaux. C'est ça la guerre. C'est des gens qui se connaissent et qui ne se battront jamais, l'un contre l'autre. Poutine, Macron, qui envoient des gens qui ne se connaissent pas se faire massacrer. Les soldats ukrainiens, les soldats russes, les soldats français. Se faire massacrer. Et vous tirez sur des gens qui ne connaissent pas, que vous ne connaissez pas, contre lesquels vous n'avez rien, et eux vous tirent dessus. Et ils ne vous connaissent pas, ils n'ont rien contre vous. Et les 2 patrons qui se connaissent, eux, ne se tireront jamais dessus. C'est ça la guerre. Alors c'est facile de faire des photos de boxe, quand on sait qu'on ne sera jamais au front. Jamais. Qu'on ne risque rien, ni soi ni sa famille. C'est facile.
de jouer les chefs de guerre dans ces cas-là. Moi, j'ai 2 garçons, j'ai aucune envie qu'ils se retrouvent là-bas. Les déclarations de Tolstoï mettent également la lumière sur la complexité de la situation en Ukraine et les enjeux géopolitiques qui y sont associés. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, mais bon, il faudra vraiment que je vous montre la carte tout à l'heure et l'idée qu'a Bertrand. Alors que Macron a adopté une position d'ambiguïté stratégique quant à un éventuel déploiement des troupes françaises, et honnêtement j'espère qu'il bluffe, la Russie reste déterminée à maintenir son influence dans la région, comme le souligne Tolstoï en affirmant que l'Ukraine ne retrouvera jamais ses frontières d'avant-guerre. Mais c'est clair, mais c'est très très clair. Je vais essayer de vous trouver ce que dit Tolstoï là-dessus, mais enfin honnêtement, si vous pensez, si quelqu'un pense que l'Ukraine risque de retrouver ses frontières d'avant-guerre, mais il se fourvoie complètement. J'essaie de trouver... Si, voilà ce que dit Tolstoï. Pour nous, l'Ukraine n'existera jamais dans les frontières d'avant-guerre. Pour nous, c'est une question existentielle. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas retirer les troupes. Je crois que c'est évident et on n'arrivera pas à les chasser. Hier, on a regardé, mais vous avez 550 000 soldats russes en 2023. Il y a l'armée russe, c'est 550 000 soldats. L'armée française, c'est 150 000. L'armée ukrainienne, ils en sont à recruter des gens de mon âge. Parce que tous les jeunes, ça y est, ils sont déjà soit morts, soit au combat. Donc ils recrutent des gens de 45-50 ans. Donc l'état de l'armée ne doit pas être bon. Hein. Si on pense qu'on va ramener les Russes, enfin l'Ukraine, si on pense que l'Ukraine va retrouver ses frontières, là, je suis d'accord avec Tolstoï, ça n'arrivera jamais. Ce n'est même pas la peine de rêver. Cependant, il est important de noter que les informations, et personne de sérieux vous dira que ça va arriver. Hein. Il n'y a personne de sérieux qui peut vous dire ça. Hein. Il suffit de regarder les forces en présence. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un génie militaire. Cependant, il est important de noter que les informations sur le nombre de mercenaires étrangers en Ukraine, notamment les chiffres avancés par Tolstoï, je rappelle 1300 mercenaires en tout, dont... C'était combien la France? C'était 400 et quelques, je crois. 367 Français doivent être vérifiés de manière indépendante. La question de l'implication étrangère dans le conflit ukrainien est un sujet sensible et sujet à des manipulations de l'information. Alors, combien il y en a, je ne sais pas. Par contre, tout ce que j'entends de la part de militaires, c'est qu'il est extrêmement probable qu'il y ait déjà des militaires français, ne serait-ce que pour utiliser l'armement, si vous voulez. Je vais prendre un exemple, mais il n'y a pas que ça. Mais si vous envoyez un canon César, bon, c'est très bien, sauf qu'il faut des gens qui sachent utiliser le canon César. Donc vous êtes obligé d'envoyer des Français, soit pour manipuler le canon, soit au minimum pour former les équipes qui vont utiliser le canon. Si vous envoyez le canon tout seul, ça ne sert à rien. Ou alors vous dites, bon, ils vont faire des tirs comme ça pour s'entraîner, pour voir. Enfin, on n'a pas le temps. Donc, il y a certainement des militaires français. Là, j'ai cité le canon César, mais c'est vrai pour tout le matériel, quoi. Voilà, il faut former des Ukrainiens ou même se servir du matériel. Donc, il y a sûrement des Français. Est-ce que le nombre donné par Tolstoï est vrai? Est-ce qu'effectivement, il y a eu déjà 147 morts français? Tout ça, on ne sait pas. Tout ça, il y a de la désinformation et personne ne peut le dire. Enfin, la réaction du ministre français des Armées, qui a qualifié ces informations relayées par l'agence russe TASS d'opérations de désinformation. Vous savez, c'est l'information sur laquelle, des services secrets dont je vous parlais tout à l'heure, sur laquelle il y a 2000 soldats français qui seraient sur le point d'être
envoyés en Russie. Information qui certes est déniée aujourd'hui par l'armée française et par le ministère, mais qui a pas mal de choses qui semblent aller dans ce sens-là. Voilà. Bon, moi je suis prêt à croire notre ministre, mais je dirais qu'en dehors de sa parole, si vous voulez, il n'y a absolument rien qui va dans son sens, et absolument tout qui va dans le sens de l'agence TASS et des services secrets russes. Donc c'est embêtant. Donc, le ministre français des Armées qui a qualifié les informations relayées par l'agence russe TASS d'opérations de désinformation, souligne la nécessité d'une analyse critique des sources d'informations dans un contexte où la propagande et les désinformations peuvent jouer un rôle significatif. Dans l'ensemble, les propos de Tolstoï reflètent les tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux, mais il souligne également la nécessité pour la France et ses alliés de faire preuve de prudence et de discernement dans leurs actions et leurs déclarations dans cette crise complexe et volatile. Et donc, moi je pense que c'est un moment où il faut faire attention comme jamais, quoi. Je trouve ça mais incroyable qu'on se laisse aller comme ça. Alors, j'essaye de vous avoir la photo, voilà, de Elsie, voilà. Parce que Bertrand m'a écrit donc un mail que j'ai trouvé extrêmement pertinent avec cette photo de LCI sur le déploiement des troupes françaises. LCI l'a fait probablement parce que l'armée française lui a dit où ce serait, donc je crois que c'est le CEMAT, ça lui a dit où seraient déployées les troupes françaises, hein, parce que je ne pense pas que le journaliste d'LCI ait découvert le truc tout seul, donc il y a bien une raison. Et regardez la photo d'LCI, donc on voit où pourraient être positionnées les troupes françaises au sol. Donc les scénarios militaires envisagés. Et alors, ce que me disait Bertrand, c'est que en fait, quand on regarde bien, eh bien, on voit que les troupes françaises, les 2000 hommes, si on en croit encore une fois l'agence de presse russe, les 2000 hommes seraient donc positionnés, d'après cette vidéo LCI, assez à l'arrière, en fait, de la ligne de front. Elle serait positionnée assez à l'arrière de la ligne de front et excusez-moi, je recherche le mail de... Donc, derrière, au niveau du fleuve Dniepr. Et en fait, ce fleuve Dniepr, il a un gros avantage. Donc, vous voyez là le fleuve Dniepr. En fait, il a un gros avantage, c'est que Poutine a dit qu'il s'arrêterait au fleuve Dniepr. C'est-à-dire que dès le début de la guerre, Vladimir Poutine a dit, voilà, moi, voilà les territoires que je vais prendre, et donc je vais arrêter après le fleuve Dniepr. Il n'a jamais dit qu'il irait jusqu'à Kiev. Et donc, les troupes françaises seraient après le fleuve Dniepr. Et donc, il y aurait, selon Bertrand, et honnêtement, je trouve que son idée est très bonne, l'idée, ça serait de dire, en fait, on met nos troupes après le fleuve, et on fait confiance à Vladimir Poutine, mais évidemment, peut-être que les services secrets français ont plus d'informations que moi. Hein, donc voilà, peut-être que les services secrets français ont des informations qui disent qu'effectivement, Poutine veut s'arrêter au fleuve Dniepr, comme il l'a annoncé, et qu'il n'est pas du tout sur une invasion beaucoup plus large. Après, il y a le discours de la présidence, le discours européen, qui nous dit ils vont envahir toute l'Europe pour pouvoir mobiliser des troupes, parce que je ne pense pas que les Français accepteraient qu'on envoie l'armée française. Déjà, la majorité des Français est totalement contre. Mais si en plus vous laissez retomber la pression de l'Europe va se faire conquérir par la Russie, à ce moment-là, plus personne ne voudra qu'on envoie l'armée. Donc, pour envoyer l'armée, on a un discours du président Macron qui serait on va envahir, la Russie va envahir l'ensemble de l'Europe.
Mais les services secrets français, eux, auraient comme information que ce que annonce Vladimir Poutine depuis le début, c'est-à-dire s'arrêter au fleuve Dniepr, serait la vérité. Du coup, l'idée de Macron, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais c'est pas idiot, donc c'est pour ça que je vous le dis. L'idée de Macron serait peut-être d'envoyer des troupes après le fleuve Dniepr. Ce qui fait que Vladimir Poutine s'arrêterait, comme il l'a dit, comme il l'a annoncé, et comme il le voudrait peut-être, s'arrêterait au fleuve Dniepr, et Emmanuel Macron pourrait tout fier dire, regardez, l'armée française a arrêté l'armée russe. La Russie, du coup, le discours « la Russie a perdu », ça tiendrait la route, parce qu'on pourrait dire « la Russie a perdu face à l'armée française ». Donc, le discours d'Emmanuel Macron depuis le début « je veux battre la Russie », bah, il pourrait effectivement dire « j'ai battu la Russie, regardez, là où j'ai mis mes armées, on a stoppé l'avancée russe, ils ne sont pas avancés plus ». Donc la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonterait énormément. Sa position de leader militaire européen monterait aussi énormément. Donc ça serait pour lui, ça serait merveilleux. C'est pour ça que cette théorie est intéressante. Pour lui, ça serait absolument merveilleux. Il gagnerait des points sur tous les fronts. Il serait vraiment considéré comme un grand chef de guerre et tout se passerait bien. Mais cette théorie, elle est extrême. Mais, si Emmanuel Macron pense ça, eh bien, il y a quand même deux écueils très importants. Le premier, il faut faire confiance à Vladimir Poutine pour ne pas passer ce fleuve. Et donc, il faut faire confiance à Vladimir Poutine sur le fait qu'il ne va pas envahir l'ensemble du pays, parce que sinon, ça veut dire que nos troupes se retrouvent face aux troupes russes. Et là, c'est la guerre et avec la France directement impliquée. Donc là, on rigole plus du tout. Et on déclenche effectivement la Troisième Guerre mondiale. Et la deuxième chose, donc le risque est quand même gigantesque. Et la deuxième chose, le deuxième gros risque, c'est que il faut aussi compter sur la Russie pour ne pas envoyer des missiles longue portée ou des bombardements de très très loin. Parce que vous pouvez imaginer que les balles, elles ne s'arrêtent pas le long de la ligne de front. Donc vous pourriez avoir des missiles ou des obus qui partent de la ligne de front, là où sont les troupes russes, et qui atteignent les troupes françaises qui sont assez loin de la ligne de front. Surtout si les Russes ont dit, surtout s'ils se sentent un peu humiliés par cette stratégie, ou si ils ont dit, comme ils répètent depuis longtemps, que les troupes françaises vont devenir des objectifs prioritaires. Et auquel cas, là aussi, ça ferait pas mal de morts dans l'armée française. Donc vous voyez qu'il y a quand même... Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie que Bertrand m'a envoyée par mail et que j'ai trouvé pas idiote, qui est même plutôt intelligente, il faut bien le dire, qui est, oui, Macron a bien envie d'envoyer des troupes au sol, mais d'après la carte de LCI, il va positionner ses troupes suffisamment loin de la ligne de front, derrière l'endroit où Vladimir Poutine a annoncé qu'il s'arrêterait. Et qu'ainsi, Emmanuel Macron pourra se prévaloir d'avoir effectivement vaincu la Russie, pourra se prévaloir du fait que c'est l'armée française qui a stoppé l'armée russe, et donc récolter énormément de lauriers de cette non-bataille, en fait. Mais en même temps, est-ce que vous êtes d'accord que c'est une stratégie extrêmement risquée, extrêmement dangereuse, et que, parce que ça peut dégénérer à tout moment en Troisième Guerre mondiale. Voilà. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie idée ou que c'est juste n'importe quoi, et que j'aurais mieux fait de m'arrêter après l'interview de Tolstoï, de Piotr Tolstoï, parce que là, cette idée est ridicule. Ou est-ce que vous pensez que oui, ça a du sens, c'est pas bête du tout, mais que finalement, on risque de déclencher une troisième guerre mondiale, et que déclencher une troisième guerre mondiale, tout ça pour faire un peu de gloriole, ça serait un peu exagéré quand même.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et est-ce que vous êtes aussi inquiet de moi de voir que jour après jour, on fait un pas de plus vers la guerre en confisquant les avoirs russes. Là, encore une fois, l'Europe est en train de décider si oui ou non elle va utiliser les avoirs russes pour faire la guerre contre la Russie, en déclarant le service militaire obligatoire en Allemagne, en disant depuis une semaine qu'on va envoyer des troupes au sol de la France. C'est pas moi qui le dis là, c'est Emmanuel Macron. On voit ces photos de boxeurs, on voit tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que jour après jour, on va de plus en plus vers la guerre? Bon, en face, c'est pas mieux, hein, quand vous avez Tolstoï qui nous dit qu'il va nous renvoyer nos soldats dans une petite boîte et qu'on s'approche de la Troisième Guerre mondiale. C'est pas tellement plus pacifique, hein. Donc, il n'y a que Poutine qui dit que lui, ce serait bien qu'on commence à négocier. Bon. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment, comme moi, que ça devient extrêmement dangereux et qu'il est temps que tout le monde se ressaisisse avant qu'on nous refasse un 14-18? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.